Bon matin tout le monde. Euh, donc, je suis content de voir que tout le monde a réussi à trouver où nous étions. Donc, essentiellement, là, la CMM a déménagé. Ça va nous permettre d'économiser des sommes importantes, là, plusieurs centaines de milliers de dollars par année, en réduisant l'espace de bureau, mais les salles de rencontre n'étaient pas prêtes. Donc, la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. Et j'espère que vous serez clément. J'ai accepté de remplacer Mme Plante à pied levé qui ne pouvait pas être ici ce matin. Donc, j'espère pouvoir mener ça habilement plus que la dernière fois. Alors, sur ça, on va commencer avec la période de questions des citoyens et citoyennes. Nous avions Isidore Sirnatio de la Vigile verte. Que la personne est présente? Je ne penserais pas, Monsieur le Président. Non, parfait. Donc, on va passer à la deuxième question. Jasmine Lyle de Prenons la ville. J'ai pas vu Mme Lyle non plus. Alors, dernière question, Monsieur Walker. Bonjour, je m'appelle Bruce Walker du groupe écologique Stop à Montréal. Je suis bien caché derrière la caméra. Euh, Avant de poser ma question standard que j'ai posée ici depuis 23 ans sur la qualité de l'air et modification de votre règlement maintenant 18, permettez-moi de mentionner que, oui, je note que la CMM a déménagé, comme vous venez de mentionner, Monsieur le Vice-président, mais moi aussi, j'ai déménagé cet été après avoir passé 47 ans dans un appartement au centre-ville, dans le district électoral de Peter McGill. Je viens de déménager dans une nouvelle résidence pour personnes âgées dans le district électoral de Notre-Dame-de-Grâce. Donc, M. McQueen est mon nouveau conseiller municipal. Et il y a 30 ans, ses parents étaient membres de STOP. Donc, maintenant, ma première question. La qualité de l'air, c'est un grand enjeu sur le territoire de l'île de Montréal. Et je sais très bien que les quatre parties prenantes qui travaillent ensemble pour développer des modifications à votre règlement ne sont pas prêtes à avancer un avant-projet devant la Commission de l'environnement de la CMM. Mais êtes-vous prête à considérer pourquoi pas tenir une séance publique de la Commission de l'environnement avant les élections en 13 mois sur l'enjeu de la qualité de l'air? Avant de parler des solutions, il faut parler des enjeux. Je note certainement le problème majeur de l'exposition de la population vulnérable, et ça inclut moi-même, parce que j'ai des problèmes cardiaques, aux particules fines, dans le jargon, le PM2.5. Donc, pourquoi pas ordonner votre commission de l'environnement tenir une séance publique, peut-être en hiver 2025, sur l'enjeu de la pollution de l'air sur l'île de Montréal, avec des présentations des chimistes du service de l'environnement de la ville de Montréal et des présentations des experts de la Direction régionale santé publique Montréal-Centre. Parfait. Merci, M. Walker. On m'indique qu'il est en effet prévu qu'il y ait une rencontre publique de la Commission de l'environnement en 2025 sur ce sujet-là. En fait, la Commission de l'environnement devrait, en fait, il est déjà prévu, la Commission de l'environnement ait une séance publique sur ce sujet-là en 2025. Merci beaucoup. Ma deuxième question, toujours en ce qui concerne l'agenda de la Commission de l'environnement en 2025, modification à votre excellent règlement sur les eaux usées. Alors, M. Walker, j'ai compris votre question, c'est de traiter les enjeux de la Ville de Montréal sur la qualité de l'air. Est-ce que c'est exact pour la première question? Oui. D'accord. Alors, ce qu'on pourrait faire avant, donc l'année prochaine, c'est de faire une commission publique sur les enjeux de la qualité de l'air qui concernent la région métropolitaine et en particulier la Ville de Montréal. Et je transmettrai cette demande au comité exécutif lors de la prochaine rencontre pour statuer. Merci. Merci. Alors, avant de rentrer dans l'ordre du jour de la journée, nous aurions
3 présentations sur des sujets qui vont être discutés plus tard aujourd'hui. Donc, premièrement, une présentation sur les indicateurs vitaux du Grand Montréal, une présentation sur le financement métropolitain des programmes d'habitation et dernièrement, une présentation sur le cadre réglementaire pour les zones inondables. Alors, Monsieur Hamel, si vous pouviez nous faire la présentation sur les indicateurs vitaux du Grand Montréal. Bonjour, merci. Oui, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une brève présentation de la nouvelle plateforme des indicateurs vitaux du Grand Montréal. Je vais vous inviter à aller l'explorer plus en profondeur vous-même par la suite. Donc, c'est un outil qui est accessible à tous, qui a été développé par l'Observatoire du Grand Montréal, puis qui permet de suivre une vingtaine d'indicateurs stratégiques pour mesurer l'impact de nos plans et politiques sur le développement urbain du Grand Montréal. Donc, vous le savez, sur le territoire de la CMM, avec le PEMAD, les schémas d'aménagement et les plans d'urbanisme, on a 97 plans à suivre. Donc, cette plateforme-là va nous permettre de suivre l'avancement des objectifs et des cibles que notre communauté s'est fixées à travers ces plans, puis de mesurer la progression, ajuster nos actions lorsque nécessaire. Donc, l'objectif principal de cette plateforme, c'est de mobiliser notre communauté autour d'indicateurs communs et d'encourager la participation de tous en fournissant des données fiables, comparables, sur 6 aspects de l'aménagement du territoire. Donc, nous, on va aller voir 2 aspects aujourd'hui. Donc, la dimension environnement et milieu naturel. Donc, on retrouve 4 indicateurs sous cette dimension. L'indicateur clé qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la proportion du territoire qui bénéficie de mesures de conservation. Donc, on voit qu'on a 22,1 % du territoire. Ça, c'est le résultat actuel pour cet indicateur. Et en dessous, ici, on a la cible, donc qui est 30 % du territoire d'ici 2030, qui est en ligne avec les engagements pris lors de la COP 15. On peut cliquer sur l'indicateur. Et donc, on voit ici une brève description de cet indicateur, de la cible et du bilan actuel, ici en haut. Pour ceux qui voudraient approfondir le sujet et aller voir des analyses plus détaillées, on peut aller dans « Analyse complémentaire » ici, puis on a un complément d'information et d'analyse. La fonctionnalité principale de la plateforme, c'est la carte dynamique. Donc, pour la majorité des indicateurs, on peut visualiser la donnée de cette manière. Donc, on va aller en plein écran, juste ici. Donc, on peut explorer le territoire de la CMM et comparer les résultats, personnaliser l'affichage des données. En haut, ici à gauche, vous avez un filtre qui permet de sélectionner les territoires que vous voulez observer. Ici, par défaut, on a la CMM, donc c'est le territoire complet. Puis, on peut aller sélectionner les secteurs, les MRC, les municipalités. Ici, en dessous, on a des filtres contextuels. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est afficher des couches contextuelles qui vont se superposer aux données qui sont affichées sur la carte. Donc, par exemple, ici, je vais aller mettre en évidence la zone agricole. Ensuite, ici, vous avez la légende qui affiche les éléments qui sont sur la carte. En bas, ici, vous avez une barre de navigation qui permet de naviguer à travers l'évolution des différents statuts de conservation sur le territoire. Donc là, si je fais afficher les bois et corridors forestiers, ensuite le RCI, milieu naturel, et les initiatives, le répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation. Et là, la légende se met à jour pour avoir notre total de 22,1 %. Il y a un autre aussi qui est également disponible sous chaque carte dynamique. Il s'agit du graphique interactif. Donc, disponible pour chacun des indicateurs, ça nous permet de visualiser les données sous forme de graphique et de personnaliser l'affichage selon certains filtres.
Par exemple, je peux comparer la part du territoire protégé par MRC en fonction de la cible de 30 %. Donc, on voit la cible métropolitaine avec les résultats par MRC. Puis ça nous permet aussi de télécharger la donnée, soit sous forme d'image ou en format Excel. En dessous de chaque graphique et carte dynamique, vous avez une méthodologie complète que vous pouvez faire afficher. Vous voyez comment l'indicateur a été constitué, les sources et les limites. Maintenant, on va aller explorer un autre volet. Oups, je vois pas bien. OK. Donc, aménagement et mobilité. Dans le cadre de la révision du PEMAD, la CMM a développé 6 nouveaux indicateurs pour mesurer la qualité de vie dans les quartiers. Puis parmi ces indicateurs, on a l'accessibilité piétonne aux commerces et services. Donc, on voit actuellement que les ménages de la CMM, 32 % des ménages ont une bonne accessibilité aux commerces et services. Pour l'indicateur, la cible demeure à déterminer dans le cadre de la révision du PEMAD qui est en cours. Puis, vous pouvez d'ailleurs voir cette mention-là là, sous plusieurs des indicateurs qui sont associés au PEMAD en révision. Donc, la légende présente la répartition des ménages selon un indice d'accessibilité de 0 à 10 et sous-catégorisé de faible, moyenne et bonne accessibilité. La légende est aussi dynamique, ce qui veut dire qu'on peut faire, par exemple, si je zoome, ici vous voyez en dessous la répartition et les résultats vont changer en fonction du territoire qui est affiché à l'écran. On peut aussi afficher le territoire qu'on veut analyser. Par exemple, ici, je vais afficher le territoire de l'agglomération de Longueuil. Ça se met à jour ici. Et je peux également, si je veux, personnaliser l'affichage de mes données selon un territoire précis. Par exemple, ici, je vais mettre 3 km et je peux me déplacer, cliquer sur l'endroit qui m'intéresse et la donnée se met à jour automatiquement. Je pense que peut-être l'Internet, on a un petit peu de difficulté, mais il n'y a pas de problème. Ici, vous pouvez aussi changer, vous pouvez scroller un petit peu plus bas ici, donc défiler la légende et on change de thématique. Maintenant, on voit l'accessibilité piétonne au commerce et services dans les ARTOD et vous pouvez aussi, dans le filtre, sélectionner une ARTOD en particulier. Par exemple, ici, je vais afficher Saint-Lambert. L'ARTOD du train de Saint-Lambert, on affiche et les résultats se mettent à jour en fonction de l'ARTOD qui est affiché à l'écran. Même chose ici, vous avez un graphique qui est personnalisable. Vous pouvez aussi interagir avec les éléments de la légende. Par exemple, je voudrais seulement avoir l'accessibilité moyenne et bonne dans les 5 secteurs de la CMM. Vous pouvez ici télécharger votre graphique. Donc, voilà pour les indicateurs vitaux. Merci pour votre attention. Merci, M. Hamel. Très intéressant. Je pense qu'en effet, c'est beau d'avoir des cibles, mais encore faut-il pouvoir les suivre. Puis je crois que pour chacun d'entre nous, ça va être pertinent de voir comment évolue notre communauté, notre ville. Je ne sais pas si c'est ça qui va déterminer les investissements des réseaux de transport commun pour le futur. Donc, là-dessus, on passerait à la prochaine présentation sur les programmes de financement en habitation. On a Nicolas Bernier et M. McQueen par la suite fera également un mot en tant que président de la commission. On me dit VP, mais Ça, c'est des drones montagne.
Alors, bonjour, je vais vous présenter un bref résumé du rapport de la Commission de l'habitation et de la Commission de la cohésion sociale qui a été préparé au cours des derniers mois et qui vous est déposé aujourd'hui pour adoption, mais aussi des faits saillants quand même qui étaient importants que la Commission souhaitait amener à l'attention du comité exécutif et du conseil. Donc, le rapport qui est déposé aujourd'hui s'inscrit dans le mandat permanent de la Commission de l'habitation qui réalise ce travail-là depuis déjà un bon 4-5 ans pour suivre l'évolution des remboursements de la CMM en matière de logement social et abordable, puisque par sa loi et par les orientations qu'on s'est données il y a déjà 20 ans, la CMM a un fonds du logement social qui permet de rembourser les contributions municipales prévues dans les différents programmes d'habitation du gouvernement du Québec. Et on va le voir, ces programmes-là sont en évolution depuis un bon 2 ans et la Commission aussi s'est penchée sur l'impact de ces évolutions-là sur les financements métropolitains. Donc, je parlais de transformation au niveau des programmes d'habitation. C'est vraiment un changement majeur qu'on vit depuis un bon 2 ans au Québec, avec aussi le fédéral qui injecte beaucoup de fonds. Donc, on voit un petit peu ici, c'est l'ensemble des programmes qui sont admissibles au remboursement de la CMM en matière de logement. Il y a vraiment 2 volets qui sont couverts. Il y a une part à gauche, tout ce qui est le maintien et l'exploitation des logements sociaux qui existent depuis déjà fort longtemps, donc tout le parc HLM, le programme de supplément loyer et la Corporation d'habitation de Jeanne-Mance, qui est aussi un ancêtre, si on veut, des HLM. Donc là, on est dans le déficit d'exploitation pour les offices qui gèrent ces programmes-là. Et il y a un nouveau programme qui s'est ajouté en 2023 pour injecter des nouveaux fonds pour rénover les HLM qui en ont grandement besoin. Donc, le programme de rénovation des HLM. Du côté du développement des nouveaux logements sociaux abordables, on avait un modèle depuis un bon 20 ans au Québec avec le programme Accès Logis. Ce modèle-là a été revu par le gouvernement qui a mis en place le programme FAC, Habitation abordable Québec, en 2022. Les 2 programmes coexistent encore, mais Accès Logis est appelé à devenir inactif lorsque tous les projets seront complétés. Et l'autre modèle qui est plus nouveau, celui-là, c'est un modèle de partenariat financier. Donc, pour sortir des programmes et tenter d'avoir des mécanismes plus flexibles, si on veut, le gouvernement a commencé à travailler par partenariat, donc avec le fonds FTQ, Desjardins en 2022-23, et encore plus récemment cette année, un modèle encore là d'entente, mais directement avec des développeurs à but non lucratif, Mission Itané à l'hiver 2024. Et un modèle qui devrait continuer à prendre l'ampleur. Il y a eu une annonce tout récemment, après l'adoption du rapport de la Commission, d'une entente avec la Société de développement Angus, encore là, pour essayer d'avoir des projets de logement abordable, mais dans un cadre qui, on l'espère, pourront accélérer les processus de financement et de réalisation. Comment ces nouveaux programmes vont influencer les remboursements de la CMM et des municipalités? C'est le principal objet du rapport de la Commission. On regarde en 2023, l'impact est encore très faible dans la mesure où ça prend un certain temps avant que les nouveaux programmes permettent de réaliser et livrer des projets. Les municipalités, pour leur part, contribuent selon les exigences du programme, généralement une fois que les projets sont en construction et la CMM rembourse. Donc, quand on analyse les remboursements qui sont ajoutés en 2023, on voit qu'on est à 50 millions, avec une moyenne de 45 millions dans les dernières années. Donc, quand même à la hausse, mais quand même près des moyennes qu'on a observées dans les dernières années. Principalement puisque les nouveaux programmes n'étaient pas encore très actifs en termes de nouveaux projets. On a vu le FAC, seulement 1,2 million. Donc, c'est principalement les anciens programmes qui continuent d'être réalisés. Et ce qui influence grandement les remboursements de la CMM, c'était historiquement Accès Logis, qui peut avoir des grandes variations selon les années, s'il y a beaucoup de projets qui sortent de terre ou pas. Mais cette donnée-là devrait changer avec les prochaines années, puisque, on l'a vu, il y a des nouveaux programmes, mais aussi beaucoup d'argent injecté. Tant mieux, puisque, évidemment, on a une crise du logement qui nécessite des investissements gouvernementaux. Donc, vous voyez ici le tableau, les chiffres sont un peu petits, mais vous l'aurez dans le rapport. Ça permet de voir l'évolution des remboursements, des budgets annoncés du gouvernement du Québec, simplement pour le développement de nouveaux logements. Et ce qu'on voit, puis si on avait l'historique même de 10 ans, on voit que les montants annoncés depuis 2-3 ans sont quand même substantiels. 2022-2023, avec le FAC, les fonds fiscalisés, près de 700 millions qui sont mis dans le système pour soutenir des projets. Le temps que ces projets-là soient en marche et que la CMM rembourse, on peut parler de 2 ans, 3 ans, des fois moins, des fois plus. Donc,
c'est déjà à partir de 2024, un peu cette année, mais surtout 25-26, qu'on devrait voir vraiment une accélération des remboursements de la CMM. Puis encore plus à moyen terme avec l'entente de 1,8 milliard conclue à l'automne dernier entre le fédéral et le provincial pour développer 8 000 nouveaux logements dans les prochaines années. Donc, à partir de 2000, dans la dernière année, ces sommes-là ont commencé à être attribuées à divers projets ou ententes. Le temps encore là que ça fasse le chemin sur le terrain, on peut anticiper que d'ici 1, 2 ans, 3 ans, ça devrait avoir un impact quand même significatif au niveau de ce que les municipalités devront verser aux organismes, mais ce que la CMM devra rembourser aussi. Et ça, c'est sans compter aussi des investissements importants pour la rénovation des HLM qui encore là s'ajoutent à l'assiette financière. Donc, si on regarde dans une projection, évidemment, il y a beaucoup de choses qui peuvent survenir dans le rythme de réalisation des projets qui vont faire que l'accélération pourrait prendre plus ou moins de temps. Mais ce qu'on sait, c'est qu'aux dernières données qui ont été colligées par la Commission, il y avait tout près de 7 800 logements là, dans les différents projets en développement, en réalisation avec un financement réservé au niveau du gouvernement. Encore beaucoup de projets Axélogie qu'on espère devraient se réaliser dans les 2-3 prochaines années. Mais c'est un arriérage de projets qu'on traîne depuis longtemps et qu'on espère qu'ils vont se construire dans les prochaines années. Mais il y a aussi beaucoup de nouveaux projets avec les programmes qu'on a mentionnés qui s'ajoutent. Et la particularité, c'est évidemment, bon, les programmes ont été ajustés au coût de construction d'aujourd'hui, qui ont grandement augmenté depuis un bon 4-5 ans. Et en même temps, il y a une contribution municipale qui est rehaussée quand même en termes de pourcentage d'un coût d'un projet, ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'on va rembourser davantage de projets, des nouveaux programmes, ça va augmenter beaucoup plus rapidement les contributions municipales à rembourser. Ce qui fait qu'on a un portrait d'environ 325 millions de projets en cours qui devraient se réaliser dans les 3 à 5 prochaines années. Et si on ajoute ce qui est aussi le récurrent, les HLM, le supplément loyer, on peut anticiper que ça atteigne les 100 millions en remboursement annuel dans un horizon assez court, peut-être en 2025, 2026, tout dépendant du rythme des projets. Donc, ça appelle quand même un défi financier important qui résulte finalement de l'évolution aussi des programmes et des projets au Québec. Je laisserai M. McQueen compléter pour les recommandations de la Commission. Alors, bonjour, chers collègues. En l'absence du président de notre commission, il me fait plaisir de vous dire quelques mots en complément de la présentation de M. Bernier. Merci beaucoup, M. Bernier. Comme on le démontre dans notre rapport, on assiste depuis 2 ans à une transformation du système de financement gouvernemental en logement social. Les nouveaux programmes et partenariats sont pertinents pour livrer plus de logements, mais les contributions demandées aux municipalités sont de plus en plus élevées. Au même moment, les investissements gouvernementaux sont à la hausse, heureusement, pour s'attaquer à la crise du logement. Le constat est clair. Les remboursements de la CMM aux municipalités augmenteront de façon importante au cours des prochaines années. Le Fonds métropolitain permet un partage équitable du financement du logement social entre les 82 municipalités de la CMM. C'est aussi un levier majeur pour faciliter le développement de nouveaux projets dans nos municipalités. La Commission a donc recommandé qu'une stratégie de financement soit planifiée pour assurer le bon fonctionnement du fonds pour les prochaines années et pour offrir un cadre financier prévisible aux 82 municipalités du Grand Montréal. Enfin, la Commission a également proposé des recommandations au gouvernement du Québec. Nous insistons sur 2 points essentiels. Une plus grande prévisibilité des investissements en habitation et 2, une planification en amont avec les municipalités et la CMM lors de l'élaboration de nouveaux programmes ou ententes de financement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. McQueen et M. Bernier. Vous avez des questions? Ça vous va? Donc, on passerait à la troisième et dernière présentation sur les zones inondables avec M. Milot.
Bonjour tout le monde. Plaisir d'être devant vous aujourd'hui pour ce sujet de haute importance. Donc, comme vous le savez, on est en finalisation d'un processus de consultation publique que le gouvernement a lancé le 17 juin dernier au sujet d'un nouveau cadre réglementaire sur les zones inondables. À l'époque, le gouvernement avait cru bon d'aller en consultation uniquement sur la base du cadre normatif, donc une consultation sans carte. À l'époque, on avait rendu disponible pour les municipalités des cartes de zones inondables préliminaires pour vous permettre d'apprécier l'importance de la problématique sur votre territoire. Aujourd'hui, dans le fond, je viens vous présenter deux choses. Donc, les conclusions du mémoire qu'on souhaite déposer au gouvernement dans le cadre de la consultation et aussi la mention du fait que les cartes seront rendues publiques pour que l'ensemble de la population puisse noter l'impact sur le territoire. Donc, des petits chiffres pour commencer. Dans le Grand Montréal, donc, sur la base de ces cartes préliminaires-là, c'est 15 500 logements qui sont en zone inondable, bâtiments, pardon, qui sont en zone inondable pour 19 780 logements. Sachez que cette distribution-là varie dans l'espace. Il y a des coins où la densité est plus grande et où on observe vraiment un accroissement du nombre de logements. Le tout pour une valeur de 9,9 milliards au rôle, donc on n'est pas non plus à la valeur marchande. Donc, c'est une valeur qui a une importance, mais comprenez que pour les citoyens, la valeur marchande est peut-être plus importante encore que celle au rôle. Et ces différents bâtiments-là sont ventilés selon les 4 zones d'exposition prévues par le règlement au gouvernement du Québec. Oups, excuse-moi, Caroline, ça revient en arrière. Je vais continuer. OK. Dans le Grand Montréal, ce qui est important de noter aussi, c'est la présence d'ouvrages de protection contre les inondations. Donc, actuellement, c'est 4 651 bâtiments qui se trouvent derrière un ouvrage de protection contre les inondations existants. Il faut considérer aussi que dans le Grand Montréal, devant les grands cours d'eau qu'on a, comme le lac des Deux-Montagnes, la rivière des Prairies, la rivière des Mille-Îles, souvent la création d'ouvrages de protection, c'est la seule solution outre la relocalisation. Donc, ce nombre-là de 4 650 maisons est sans aucun doute appelé à croître dans le futur. On sait qu'il y a des villes, notamment dans les arrondissements dans l'ouest de Montréal, Antique-Cartierville, Pierrefonds, Roxborough, la ville de Laval, la ville de Vaudreuil-Dorion, sont plusieurs municipalités qui sont en train d'évaluer la pertinence de construire de nouveaux ouvrages de protection, étant donné que c'est la seule alternative qui se présente à eux. Donc, le mémoire, dans un premier temps, mais essentiellement 5 grandes conclusions que l'on souhaite présenter au gouvernement. Le premier, c'est que, bon, la situation, elle est importante. On n'est pas en train de minimiser l'importance du risque d'inondation sur le territoire. Vous avez vu les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Toutefois, le projet de règlement présente des normes qui, selon nous, sont totalement inadaptées à la situation du Grand Montréal. Les normes présentées ont pour effet de respecter les droits acquis, mais gèlent le territoire. Donc, chaque propriétaire peut, oui, rester en zone inondable, apporter des modifications sur sa propriété, mais dans la quasi-totalité de la zone inondable, c'est impossible, par exemple, de démolir pour reconstruire plus résilient. Donc, la démolition n'est pas un geste reconnu pour justifier la reconstruction, à moins qu'elle ait été faite par le feu. Donc, ce qu'on souhaite essentiellement, c'est de se dire, bien, il y a une partie de la zone inondable dans les zones à risque très élevé où c'est normal de vouloir minimiser la présence du cadre bâti, mais dans les zones modérées notamment, et dans certaines parties de la zone élevée, il est tout à fait logique et légitime de vouloir continuer à voir la trame urbaine exister, se transformer, mais vouloir être plus résiliente. Le deuxième point, un des outils prévus au projet de règlement, c'est des plans de gestion que les MRC peuvent élaborer sur la base d'une analyse de risque. Ces plans de gestion-là, pour nous, c'est une solution importante pour atteindre une plus grande résilience. Toutefois, le règlement les rend impossibles derrière les ouvrages de protection, en zone très élevée et dans les systèmes gérés par des barrages. Donc, tout le bassin versant derrière de l'Outaouais et du fleuve Saint-Laurent sont des sites où on ne peut pas faire de plan de gestion. Ça, c'est à peu près 15 000 des 15 500 maisons qu'on a comptées devant vous. Donc, pour nous, c'est un non-sens. On doit permettre la réalisation des plans de gestion sur l'ensemble du territoire. Troisième point, très important aussi, il y a présentement dans la proposition réglementaire une confusion très, très grande en ce qui a trait à la reconnaissance de la protection offerte par les ouvrages de protection. Nous, ce qu'on demande, c'est que le futur règlement reconnaisse clairement et distinctement le rôle de protection par une désignation qui est propre à cette situation-là, donc de ne pas utiliser des couleurs de la zone inondable classique pour parler de ce qui se passe derrière un ouvrage de protection et avoir aussi des normes qui sont propres à ces risques-là, qui sont existants, mais très différents de ceux qu'on a dans une zone inondable normale.
Quatrième point, bonifier le plan de protection du territoire face aux inondations. C'est le plan que le gouvernement a adopté en 2020 pour traiter d'un ensemble de mesures. Et ce qu'on considère à la CMM, c'est que pour ceux qui vivent dans des situations de risque très élevés, bien, vous avez un régime d'indemnisation qui est capé, excusez l'anglicisme, mais qui est capé à 100 000 $. Donc, assez rapidement, les gens vont se retrouver dans une situation où leur capacité de se rénover va être essentiellement reportée sur leurs épaules à eux. Et sachant qu'il n'y a pas que des fortunés en zone inondable, là, mais dans bien des situations, ce qu'on redoute, c'est une dévaluation assez importante de la valeur du cadre bâti. Et dans bien des cas, les programmes de rachat qui existent de la part du gouvernement sont insuffisants pour compenser cette perte de valeur-là. Donc, pour nous, il y a tout un chantier important d'ouvrir en même temps que le cadre réglementaire au sujet de la relocalisation, de l'indemnisation et des compensations pour vraiment avoir un programme qui se tient. Et la dernière chose, bien, vous avez été plusieurs à vous faire interpeller tout au long de l'été. Consultation publique durant l'été du gouvernement, 3 webinaires que très peu de citoyens ont pu comprendre là, pour en avoir regardé plusieurs. Vous avez eu, je pense, plusieurs demandes des citoyens d'information, de précision. Nous, ce qu'on demande, c'est que le gouvernement aille au-devant des citoyens. Il y a un moment d'éducation hyper important à faire présentement sur cette question-là. Et le gouvernement doit être présent, il ne doit pas laisser les villes se débrouiller seules. Pour le volet des ouvrages de protection, il y a des précisions aussi qui sont très importantes. Le ministre, en conférence de presse au mois de juin, a annoncé qu'il y avait une zone qu'on appelle la zone de précaution, pouvait être amenée à 10 mètres. Ce changement-là, il est majeur. On pourrait passer d'environ 800, 900 propriétés très, très lourdement impactées au niveau de leurs restrictions à 164 sur le territoire de la CMM. Donc, ces précisions-là sont majeures pour le futur de ces résidents-là qui, on se rappelle, sont derrière un ouvrage de protection, donc théoriquement ne devraient pas voir la valeur de leurs biens être affectée par le règlement. Deuxième chose, Montréal et Chambly vivaient dans certains endroits derrière des ouvrages sous la responsabilité d'Hydro-Québec. Présentement, le cadre ne prévoit pas que ces ouvrages-là seront reconnus. C'est le vieux Chambly au complet, puis c'est pas un très gros secteur, mais Antique Quartier-Ville, il y a un CHSLD et un immeuble à très haute densité qui se trouve dans cette zone-là. Donc, très important. Il y a des règles transitoires qui devront être vues. Il y a des craintes sérieuses à avoir sur la capacité de voir le ministère de l'Environnement reconnaître toutes ces zones protégées-là à temps pour l'entrée en vigueur du règlement. Et là, on pourrait avoir des citoyens qui basculent de très élevé à protégé. Moi, je ne voudrais pas vivre le 1 an où on vit en très élevé de manière momentanée, tout simplement à cause d'un processus d'approbation qui n'est pas capable de livrer. Et la dernière chose, pour les ouvrages futurs, je pense qu'il y a une position gouvernementale qui doit être claire. Comme je l'ai dit, dans le Grand Montréal, souvent, c'est la seule et unique solution. Et le gouvernement doit être beaucoup plus clair parce que présentement, il entretient quand même un doute assez important sur la possibilité future de faire de tels ouvrages, même si dans le règlement, il le permet. Une petite dernière, dans le fond, précision sur le mémoire encore. Et la dernière, donc, la proposition de la CMM pour derrière les ouvrages de protection va peut-être vous paraître un peu caricaturale, mais je pense qu'elle est très importante. L'approche du gouvernement présentement, c'est de prendre une zone, j'ai pris Sainte-Marthe comme cas de figure, donc Sainte-Marthe sur le lac, de reconnaître la zone inondable qui est derrière, comme si l'ouvrage n'existait pas, et après ça, de lui appliquer des couleurs de zones inondables qu'on retrouve ailleurs. Donc, le faible est en jaune et si vous voyez là, tout le long de l'ouvrage, il y a une mince bande rouge qui revient à du très élevé. Nous, on juge qu'il y a une confusion très importante que ça entretient. Quand on désigne un risque, on le désigne pour ce qu'il est, on ne l'assimile pas à un autre risque qui se passe ailleurs. Donc, derrière un ouvrage de protection, on doit avoir une désignation propre avec des normes propres. Et nous, ce qu'on propose, c'est vraiment d'aller complètement ailleurs, d'avoir une désignation qui est complètement indépendante de celle qui est en eau libre pour être sûr qu'on va arrêter d'entretenir cette confusion-là, tant auprès des citoyens, des prêteurs hypothécaires que des planificateurs pour l'aménagement du territoire. Et mon dernier point, c'est que la cartographie est disponible aujourd'hui. Donc, il y aura bien entendu des questions. La CMM va être là pour accompagner les municipalités. D'ailleurs, on l'est déjà. Là, notre accompagnement ne commence pas à 11 h ce matin. Je veux quand même prendre le temps de faire un petit rappel. Ce n'est pas la CMM qui décide de où les zones inondables ont l'air de telle ou telle couleur. Le ministre, en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement qui a été modifiée en 2021, a la responsabilité de faire les cartes. Il a la responsabilité d'établir les règles pour faire les cartes. Et à la CMM, on reçoit la délégation de cette responsabilité-là et on doit composer avec les règles édictées par le ministre. Ce qu'on présente, ce sont des cartes donc préliminaires, ce ne sont pas des cartes officielles. Les cartes finales vont devoir être approuvées par le ministre lors de l'entrée en vigueur du règlement. Les cartes préliminaires ont été faites sur la base du guide méthodologique que Québec a soumis en consultation. Donc, ce guide-là pourrait être ajusté. C'est pour ça que les cartes pourraient
elle aussi, être ajustée. Mais on est très confiant que l'ajustement sera à la marge. Il y avait un gros rattrapage dans la région métropolitaine pour tenir compte des événements de 2017, 2019 puis 2023. Les cotes ont monté déjà de manière assez substantielle. Ceux qui le savent, vous savez de quoi je parle. Et donc, pour nous, s'il y a des ajustements, ils seront quand même mineurs par rapport à ce changement que l'on a déjà réalisé. Donc, les cartes vont permettre de constater l'importance de la situation sur le territoire, mais bien entendu, à l'échelle d'un lot en particulier, on ne pourra pas dire à un citoyen qu'on vient te confirmer officiellement que tu es dans telle ou telle zone et il va falloir attendre les cartes finales approuvées par le ministre. Donc, c'était l'essentiel de ma présentation. Merci beaucoup, M. Milo. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui. Oui, M. Deschamps. Oui, alors merci beaucoup pour cette présentation. Puis compte tenu justement de l'impact que ça peut avoir, je pense que dans votre présentation, il y a tout un volet rencontre avec les citoyens. Moi, j'aimerais, puis vous dites que la CMM va accompagner, ce qui est très bien. Moi, j'aimerais savoir un peu là, quand vous prévoyez ça et comment on va procéder pour justement bien informer les citoyens, parce qu'il y a toujours des gens qui ne voient pas, qui ne perçoivent pas tout ça. Alors, je pense que c'est très important. Tous les volets sont importants, mais le fait d'informer les gens, je pense que ça devient extrêmement primordial. Tout à fait. Ben, dans le fond, c'est déjà commencé. Là. Je suis à Oka mercredi soir prochain, à Deux-Montagnes la semaine d'après. On a déjà commencé à avoir des demandes de la part de plusieurs municipalités d'être présents. Donc, on a une présentation, mais je vous dirais présentement, il y a un malaise quand même. C'est que je suis en train de faire la job du gouvernement. Je vais vous le dire aussi clairement que ça. Là. Je suis en train d'expliquer un changement de culture face au risque qui devrait être fait par le gouvernement. C'est pour ça qu'on l'invite. Il y a des gens qui vont demander de repousser la consultation publique. Il y a des gens, je pense qu'il y a plusieurs façons plusieurs formes que ça peut prendre. Nous, on souhaiterait que le gouvernement soit assez avec nous pour faire partie de cet effort de sensibilisation-là qui est majeur. Personne m'a demandé jusqu'à présent ou a demandé à nos équipes de revoir la carte ou de revoir les choses. On est dans un monde où on accepte le risque qui est là. On doit bien l'identifier, bien le comprendre, puis comprendre les conséquences. Et présentement, les citoyens sont laissés devant un peu l'ancienne approche, c'est-à-dire, il y a une carte, si tu es dans la carte, tu n'es pas chanceux. Si tu n'es pas dans la carte, tu es chanceux. Et il y a tout un pan d'éducation à faire. Notre présentation, elle sert beaucoup à alimenter la réflexion que les citoyens vont devoir avoir pour comprendre ces changements-là. Je pense par ailleurs à ceux qui sont derrière des ouvrages de protection qui ont historiquement jamais été considérés comme étant en zone inondable. Et là, ils voient une couleur apparaître sur leur carte. Elle a un sens, cette couleur-là. Donc, la CMM, elle est déjà au rendez-vous. On vous invite à prendre contact avec nous pour le faire avec vous. Mais on souhaite vraiment avoir une réponse rapide du gouvernement pour qu'il soit lui aussi présent à ces rencontres-là. M. Deschamps, on a déjà transmis un courriel pour offrir nos services. Donc, on peut relancer encore cette semaine. Merci. D'autres interventions? Non. Alors, sur ça, merci beaucoup, M. Milo. Donc, ce qui nous ramène à l'ordre du jour d'aujourd'hui. D'emblée, je tiens à souligner, là, c'est quand même la journée de la vérité et réconciliation. Aujourd'hui, je crois que la CMM, c'est quelque chose qui nous définit, c'est bien qu'on ait ce regroupement de communautés locales qui travaillent ensemble, qui collaboreront ensemble. Et d'ailleurs, la CMM, depuis plusieurs années, tente de tisser ces liens-là qui sont importants avec les communautés autochtones du territoire de la CMM. Alors, je tenais quand même à souligner aujourd'hui. Premier point, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des demandes de modification? Non. Sinon, pour l'appui, Mme Plourde. Merci. Et en fait, proposeur, Mme Plourde, appuyeur, M. Danfous. Merci. Procès verbal de la dernière rencontre tenue le 30 mai 2024. Demande de modification? Non. Proposeur, M. Deschamps. Appuyeur, Mme Goulet. Merci. Donc, premier point, Direction générale, demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la mise en place du système de monitorage en aménagement du Grand Montréal. Donc, proposeur, Mme Michaud, appuyeur, M. McQueen. Merci. Point 4.1,
milieu de vie durable et prospère. Donc, c'est la suivi sur la résolution sur la taxe d'immatriculation. Donc, on se rappellera lorsque on en a discuté là, au début de l'été, c'était de dire s'il n'y a pas de bonification des sommes provenant du gouvernement du Québec, nous devrons aller de l'avant avec la TIV pour s'assurer de maintenir le service de transport en commun. Donc, depuis ce temps-là, il n'y a pas eu de bonification des sommes provenant du gouvernement du Québec. Et la date limite pour la CMM, pour la mise en vigueur, c'est en fait pour notifier la SAC, c'est le mois d'octobre. Donc, d'où l'idée de, en fait, on fait juste confirmer ce qui avait déjà été voté au mois de mai parce qu'il n'y a pas eu de changement là, de position de la part du gouvernement du Québec. Alors, proposeur. Oui. Proposeur et appuyeur, et après, je demande le vote, c'est tout ça? Je pense que c'est ça l'ordre, oui. Donc, proposeur, M. Normand, et appuyeur, M. Ouellette. Merci. Et le vote est demandé, j'imagine, pour être fidèle au résultat à l'époque. Exact. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer la demande de vote? Monsieur Danfous. Donc, on procède au vote. Donc, on vote pour le suivi de la résolution sur la taxe d'immatriculation. Je vais commencer par les gens du comité exécutif en ordre alphabétique et puis par région après, hein, toujours en ordre alphabétique. Donc, Monsieur Stéphane Boyer. Pour. Madame Catherine Fournier. Madame Lise Michaud. Madame Olivier. Monsieur Ouellet. Monsieur Rabouin. Dans l'agglomération de Montréal, donc Monsieur Caldwell. Monsieur Deschamps. Pour. Monsieur Donny. Monsieur Donny. Pour. Monsieur Gibson. Madame Goulet. Monsieur Massella. Monsieur McQueen. Pour. Monsieur Normand. Monsieur Posé. Et Madame Claude. Dans le territoire de Laval, donc Madame El Elou. Madame Novak. Maintenant, allons à Longueuil, Madame Assad. Madame Mongrain. La Couronne Nord, Monsieur Nadeau. Monsieur Westram. Et la Couronne Sud, donc Monsieur Danfous. Et Monsieur Marquez. Contre. Le résultat du vote, Monsieur le secrétaire suppléant. 21. 21 pour et 3 contre. Donc, la résolution passe. Alors, merci, Madame Duhem. Évidemment, ça ne fait pas plaisir à personne de voir aller de l'avant avec cette mesure-là, mais elle est essentielle pour maintenir le transport en commun duquel dépendent de nombreux nos citoyens et citoyennes pour aller au travail et pour se déplacer au quotidien. Point 4.2, adoption du projet d'énoncé de vision stratégique 2050 sur la communauté métropolitaine de Montréal et du second projet pour la révision du plan métropolitain d'aménagement et développement. On se rappellera que le chantier de révision du PMAD est en cours depuis déjà un certain temps. Il y avait une première version qui, depuis le temps, a été bonifiée. Donc, on a devant nous la deuxième version. Mais les consultations se poursuivent là, dans les différents secteurs, donc ce n'est pas la version finale, il y aura encore des modifications. Et pour ceux et celles là, qui ont eu le plaisir de lire la résolution, c'est quand même une longue résolution. On demande aussi en même temps au gouvernement de contribuer pour pouvoir faire la mise en œuvre. Donc, si on se dit d'accord pour encourager le transport en commun, protéger une part significative du territoire, développer du logement social, etc., il faut une collaboration de la part du gouvernement du Québec. Donc, il y a différents points de la résolution qui touchent cet élément-là. Est-ce que nous avons un proposeur secondaire? Madame Claude propose timidement. Et Monsieur Posé appuie. Merci. Point 4.3. Rapport annuel de la Commission de l'habitation et de la cohésion sociale sur le suivi du financement. Donc, c'est ce que M. McQueen
nous présentait tout à l'heure. Donc, M. McQueen propose. Mme Alilou appuie. Merci. Point 5, 5.1, le mémoire relatif au projet de modernisation du cadre réglementaire applicable à la gestion des zones inondables. Donc, c'est ce que M. Milot nous a présenté. Donc, c'est le dépôt du mémoire auprès du gouvernement du Québec, qui est un élément essentiel par la suite pour nous comme ville de pouvoir mettre en œuvre différentes mesures aussi de gestion des crues. Donc, on attend toujours après justement connaître les critères de manière spécifique. Alors, est-ce qu'on a un proposeur appuyeur? M. Normand propose et M. Ouellette appuie. 5.2, octroi d'un mandat à Canard Illimité Canada pour la mise à jour de la cartographie des milieux humides du Grand Montréal. Proposeur, Mme Novak. Quelqu'un pour appuyer? M. Deschamps, merci. 5.3, demande de participation financière du gouvernement du Québec au gouvernement du Québec pour pérenniser le programme de compensation aux municipalités rurales. Donc, je sais que c'est quelque chose qui est très apprécié par nos communautés rurales. M. Nadeau propose, Mme Michaud appuie. Merci. Point 6, trésorerie, approvisionnement et ressources matérielles. Donc, la liste des contrats déposés en vertu de l'article 47.1 de la loi sur la communauté métropolitaine de Montréal. Est-ce qu'il y avait des questions? Sinon, je prendrai un proposeur appuyeur. Mme Goulet propose. M. Gibson appuie. Merci. Point 7.1, modification au règlement des instances de la communauté. Donc, je crois que c'est des modifications mineures, Massimo. Une nouvelle disposition de la loi pour les séances d'urgence du Conseil, quand on a juste un point. Ça arrive à point, donc on le propose. Proposeur. Oui. Est-ce que Mme Fournier propose? Merci. Et Dominique, excusez, j'ai un blanc sur son nom de famille. Mme Olivier. Mme Olivier appuie. Merci, désolé. Parfait. Ce qui nous amène au point des présidents et porte-parole des commissions. Mme Claude? Oui. Ça marche-tu? Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur Vietzoni et chers collègues autour de cette table aujourd'hui. Alors, il y a presque 2 ans, jour pour jour, on s'assoyait en conseil de la CMM pour mettre sur pied la commission sur la révision du PEMAD. Et depuis, il y a eu beaucoup de chemin qui a été parcouru. Alors, il faut mentionner que cette commission-là est entre autres constituée par des représentants, des représentantes des 5 secteurs de la CMM et ils sont également vice-présidents et présidents là, des différentes commissions de la CMM là, qui nous permettent justement de bonifier nos différentes réflexions. Alors aujourd'hui, on est fiers de présenter le résultat là, qui est basé sur les derniers mois, les données, tout le travail qui a été fait au cours des derniers mois. Donc, bien sûr, les données, les analyses, les pratiques les plus récentes en matière d'aménagement et de développement du territoire. Et puis, depuis le dernier conseil qu'on a tenu, l'équipe de la CMM et de la commission ont poursuivi leurs travaux afin de présenter le second projet de PEMAD révisé. Donc, avec la tenue là, d'une quarantaine de rencontres avec l'ensemble des MRC, des agglomérations, des tables des préfets, des élus du territoire et plus d'une vingtaine de mémoires, ainsi que 9 rencontres de la commission. Est-ce qu'on est toujours d'accord autour de la table? Non, on discute. On discute, mais ça se fait vraiment de façon civilisée pour nous aider justement à proposer un PEMAD révisé qui corresponde aux besoins et aux réalités des différents territoires de la CMM. Donc, l'adoption de ce document va nous permettre de lancer les étapes de consultation publique. Ça, c'est une période jusqu'au début du mois de novembre pour nous permettre de déposer vos mémoires. Et là, quand on parle de mémoire, là, je ne vous demande pas nécessairement un mémoire de maîtrise, là. Ça peut être des constatations, ça peut être des questions en lien avec votre territoire. C'est vraiment, ça s'adresse aux citoyens, aux citoyennes et à la société civile. Donc, vous pouvez nous présenter ces questions-là et vous devez aller sur la plateforme. Là, vous avez jusqu'au 8 novembre, c'est la plateforme « Je participe au projet de la CMM ». Par la suite, ça aussi, j'ai vraiment très, très hâte. Il va y avoir les séances de consultation publique qui sont prévues dans les 5 secteurs. Alors, on va se déplacer avec les élus des différents secteurs.
Je vais être là à la rencontre et on va pouvoir là, justement faire en sorte que la population devienne partie prenante de ce grand projet, de ce plan métropolitain d'aménagement et de développement. Et en parallèle des travaux de la Commission spéciale sur la révision du PEMAD, veille la CAMO, la Commission sur l'aménagement et la mobilité, qui, elle, travaille à sa façon là, à cette révision du PEMAD en rédigeant et en travaillant sur une proposition d'un énoncé, d'une vision justement stratégique là, qui va nous aider à contribuer à nos différentes réflexions. Alors, au même titre là, que le projet de PEMAD révisé, lors des consultations publiques, là, les gens vont pouvoir se prononcer là-dessus. Alors, nous avons très hâte de vous rencontrer tous et toutes et on espère que vous inondez-nous, pas de pluie, mais de vos mémoires afin qu'on puisse intégrer dans nos travaux. Merci beaucoup. Merci, Mme Plourde. Est-ce qu'il y avait d'autres présidents, présidentes qui souhaitaient faire rapport? Non? Merci. Des membres du Conseil, 8.2. Tout le monde est heureux. Le directeur général. Bonne journée, Madame. Excellent. Alors, sur ce, lever de la réunion, merci beaucoup à tous et à toutes.